Claude, vous aviez un petit document à nous montrer, ça dure 60 secondes. Oui, en fait, j'ai réalisé quelques images qui montrent un petit peu comment la salle de classe a pu évoluer, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous nous avez montré. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce maître qui est sur l'estrade, devant la classe, devant les élèves, qui ont la tête baissée, c'est un petit peu la représentation de ce qui se passe dans une église, vous venez de le voir maintenant, puisqu'il ne faut pas l'oublier, l'école, l'université, c'est l'église qui l'a portée. Alors aujourd'hui, on a essayé d'utiliser la même organisation en mettant des ordinateurs dans la salle de classe et toujours le maître devant. On le voit là, quelquefois même le maître est caché derrière les écrans. Ça, c'est l'université où le professeur, toujours en bas, parle, mais où des étudiants sont sur le net et pas automatiquement sur ses cours. Alors demain, voilà un petit peu ce qui se prépare aux États-Unis, c'est un petit peu votre salle de classe, et je voudrais parler de l'Eurosta Gymnasium de Copenhague, qui est un établissement autonome, tout à fait expérimental, qui a été créé donc en 2005 et qui fonctionne, disons, de façon numérique. Les TIC sont disponibles en permanence à l'école. Chaque enseignante, comme chaque élève, dispose de son propre ordinateur qui appartient à l'école et qui lui est donné en location. Chaque enseignant a son propre ordinateur portable et dispose à domicile d'un raccordement Internet payé. Chaque classe est équipée de tableaux blancs, mais que ceci ne soit pas utilisé en permanence. Il n'y a que 50 classes, organisées. Le reste, ce sont des espaces numérisés et des espaces virtuels. Les professeurs sont recrutés par le directeur de l'école sur profil de poste, après être passés devant une commission d'évaluation. C'est un petit peu ce qui se passe pour les établissements français de l'étranger. Je voudrais conclure sur l'Eurosta Gymnasium en disant que l'utilisation des TIC à l'école se fonde sur la vision pédagogique suivante. Les élèves sont considérés comme des apprenants qui doivent être actifs, compétents, investigateurs, producteurs, collaborateurs et donnant libre cours à leur expressivité. Et les TIC sont utilisés précisément comme un outil et une condition préalable à cette vision pédagogique. Alors je ne dis pas que c'est l'exemple à apprendre, mais on voit un petit peu que ça certain nombre de pays, pas automatiquement de l'autre côté de l'Atlantique, plutôt dans le nord de l'Europe, ont des expériences originales qui montrent d'ailleurs, avec les résultats des enquêtes PISA, qu'elles ont un certain effet. 3 petites questions, répond qui veut. Aujourd'hui, pour accélérer cette appropriation du numérique par les enseignants ou d'autres représentants de cette éducation nationale, quelle est la recommandation que vous formulez? Moi, je veux bien réinsister sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'accompagnement des enseignants, parce que c'est ce qu'on voit réellement partout. Et c'est une difficulté en France dans les répartitions des missions entre l'État d'un côté et les collectivités de l'autre. Gilles Braud l'a évoqué tout à l'heure en disant qu'il y avait un chantier et un dialogue fort qui était en train de s'établir là-dessus. Et c'est clé. Régulièrement, on voit une collectivité qui dit, puisque l'éducation n'est pas dans ma zone de compétence, je vais m'en remettre au rectorat pour faire que les portables, les TBI soient bien utilisés. Puis le rectorat il dit, oui, mais votre collectivité a été très dynamique, mais celle d'à côté l'est moins, et j'ai une obligation d'égalité, et donc je ne vais pas faire plus pour vous. Et donc il y a une sorte de faible accompagnement des enseignants dans ces plans des collectivités. Je pense qu'il faut dire aux collectivités qu'elles n'hésitent pas. Il y a un tissu associatif qui est extrêmement puissant, le café pédagogique, des tas d'associations, il y a 14 associations de profs par discipline, il y a un réseau de profs extrêmement dynamique, les CRDP, les CDDP le sont tout autant, l'institution elle-même l'est, et donc ne pas hésiter à aller vers la valorisation de ces enseignants, faire des forums où on les fait se rencontrer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est clé. Le deuxième élément que je voudrais ajouter, c'est une des difficultés aussi qu'on a sur et ça a été évoqué à 2-3 reprises, là, sur la question du temps de travail, etc., sur les nouvelles technologies, c'est qu'on a affaire, donc là je suis un peu gêné, on est une table finalement d'hommes, 85% des enseignants sont des femmes, les expertises sont souvent des hommes, et ils ont une appréhension des technologies quelquefois très proche de la technologie par elle-même, et elle est accompagnée d'un discours, mais ça va vous prendre du temps, beaucoup plus de temps, il va falloir refaire vos cours, changer votre... Alors que partout, dans tous les secteurs industriels, quand les technologies arrivent, c'est pour vous faire gagner du temps, c'est pour vous donner du confort. Et donc, cet aspect-là de faciliter le travail des enseignants. Et c'est là-dessus que les ressources pédagogiques ont un rôle, que les éditeurs scolaires qui ont été évoqués tout à l'heure, comme accompagnement du changement. L'idée, c'est pas de changer, c'est d'accompagner des pratiques, les faire évoluer. Je ne suis pas avec les discours de rupture au numérique, c'est au contraire une augmentation de ce que fait un enseignant. Il y a une table numérique que je vous invite à voir dans le showroom, où il y a des profs de SVT qui ont fait une petite paillasse, il y a des objets réels, où on fait des expériences, et puis on les prolonge avec le numérique. Il n'y a pas de complexité, c'est juste la continuité augmentée par le numérique. Alors pour ceux qui ont effectivement un espace, un démo
camp dans la galerie en bas, c'est le moment d'en parler. Donc mieux accompagner les enseignants, les rassurer et les exciter en leur disant ça va vous faire gagner du temps, vous en manquiez justement au sens noble. 95% des enseignants sont convaincus, c'est un sondage Ipsos de l'an dernier du cabinet pédagogique, 95% des enseignants sont convaincus que le numérique va les aider dans leur métier. Donc la conviction, elle est partagée par tous. Simplement, voilà, c'est en aidant ceux qui veulent faire, et les questions sur l'encadrement qui a été évoqué tout à l'heure, si l'encadrement, une remarque qui avait été faite entre François Tadei même sur le terme d'inspection, l'inspection dans sa dénomination même a un côté un peu coercitif. Je me rappelle d'Australiens qui étaient venus en France et l'inspectrice lui demandait mais qu'est-ce que c'est devenu notre rôle? On a supprimé c'est-à-dire que l'inspection, son rôle c'est bien d'encadrer et de soutenir, c'est la réhabilitation qui se fait, c'est ce que font mes voisins, ça c'est quelque chose qui est important. Ça marche. Monsieur Doléan, deux mots essentiellement, c'est partenariat et accompagnement. Alors le partenariat, pourquoi? Parce que dans les collectivités auront beau faire tous les efforts qu'elles peuvent en termes d'équipement et d'infrastructures, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, les partenariats sont vraiment à tisser avec les autorités académiques, mais aussi, parce que là c'est pour multiplier et démultiplier l'accompagnement, travailler aussi avec les centres régionaux de documentation pédagogique. En Picardie, c'est ce que nous avons fait. On a un partenariat exemplaire avec le CRDP qui nous permet d'assurer aussi l'accompagnement de la communauté éducative élargie. Ce n'est pas uniquement les enseignants, on travaille aussi avec les personnels de vie scolaire, avec les personnels de direction, avec les familles aussi, puisqu'on offre des temps de formation. Ça aurait été intéressant d'avoir les parents d'élèves d'ailleurs pour savoir. Et donc ces partenariats sont essentiels pour pouvoir réussir le déploiement du numérique au sein de l'éducation. Et puis cet accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, il doit être le plus large possible, pas uniquement centré sur les enseignants, mais sur la communauté éducative élargie, en y intégrant les familles. Parce que quelquefois on a aussi des peurs, des appréhensions de la part de la communauté enseignante, une ingérence des parents dans l'école via ce numérique. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un débat avec deux articles assez violents sur Rue 89 sur des échanges entre la communauté éducative enseignante et la présence des parents, notamment à travers les environnements numériques de travail. Je crois qu'il y a vraiment besoin de réunir tout le monde, d'expliquer, de rassurer et de montrer que là où il y a de la communication, il y a du lien, et c'est profitable aux élèves. Ok, dernier élément de réponse sur cette question, comment... Olivier? Oui, Jérôme, j'en profite alors parce que j'entends des mots qui sonnent juste à mes oreilles. Quand on parle de partenariat, c'est effectivement une notion dans laquelle notamment un opérateur comme Orange s'en trouve très bien. Je disais tout à l'heure qu'on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et effectivement on considère que l'accompagnement du corps professoral est un des éléments essentiels. De même que l'enfant, voire même les parents, par un certain nombre de propositions de cours que nous donnons sur notamment le contrôle parental et comment mieux connaître les usages qu'on peut faire avec l'Internet. Et puis j'aimerais rajouter une dimension supplémentaire. Là, j'entends beaucoup d'éléments un peu statiques dans la gestion du numérique. Or, on sait bien que le numérique, ça va avec un accès à l'Internet. Et l'accès à l'Internet, c'est l'ouverture sur le monde. C'est l'ouverture sur le monde. Et donc, je serais curieux de savoir aussi si le corps professoral utilise ce moyen pour permettre l'ouverture sur le monde aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Et peut-être que l'apprentissage de l'anglais là-dessus doit aider pour rentrer en relation aussi bien avec nos collègues européens qui maîtrisent beaucoup mieux d'ailleurs cette langue, Shakespeare, que même les Amériques ou l'Asie. Monsieur Vergette, Monsieur Tran, sur cette... Oui, c'est évident. De toute façon, c'est déjà en place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart, alors là, dans les lycées, comme dans les collèges, la communication grâce au réseau numérique se fait beaucoup plus facilement avec les pays européens dans les établissements et la position d'ailleurs du Conseil de l'Europe sur l'enseignement des langues de ce point de vue était un plus. L'Académie des sciences récemment s'est positionnée sur les écrans et les enfants. C'est bien beau d'apprendre à utiliser les écrans, encore faut-il que nos enfants, les adolescents, les étudiants puissent apprendre ce qu'il y a derrière les écrans. Apprendre derrière ce qu'il y a les écrans, c'est automatiquement passer par l'apprentissage du code, des algorithmes. Le sociologue américain Lawrence Lessig dit, je le traduis en français, le code informatique c'est la loi et son architecture est politique.
apprendre les codes, les algorithmes le plus tôt possible, y compris dès la classe maternelle. Dès la classe maternelle. Cela s'est déjà fait avec la tortue et l'apprentissage de Logo il y a quelque temps, par le jeu tout simplement, et grâce au jeu et pas autrement. C'est ce qui pourra permettre progressivement de faire en sorte que les adolescents maîtrisent autre chose que le fait d'être des digital natives et de ne rien avoir de plus, mais maîtrisent effectivement ce qu'il y a derrière étant la boîte noire. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un débat sous-jacent qui... Non, simplement, je renforce justement votre idée. Je pense à l'Estonie, qui est un exemple remarquable, qui a développé effectivement l'enseignement du code, programmation informatique, dès le primaire, et peut-être même la maternelle, j'ai un doute encore là-dessus. Skype a été inventé par des Estoniens. Aujourd'hui, il y a vraiment une possibilité pour que, grâce, comme vous le disiez, à l'apprentissage du code, se développe aussi l'esprit entrepreneurial des jeunes, ainsi que cette dimension scientifique de l'enseignement qu'il faut pousser. Et je pense qu'effectivement, c'est deux dimensions qui vont nous permettre aussi de contribuer au développement économique du pays.